Parler des médias. Avant de vous donner plus de détails, je vais passer à la présentation des panélistes qui m'accompagnent cet après-midi. J'ai à ma droite notre consultant qui nous a manqué la semaine dernière, Monsieur Maurice Somo. Bon après-midi et merci d'être parmi nous cet après-midi. Oui, bonjour Audrey, je suis très heureux de retrouver, n'est-ce pas, ce plateau de vous et moi qui m'a beaucoup manqué la semaine dernière, il faut l'avouer, parce que nos téléspectateurs font déjà partie de notre être dans toute sa profondeur. Et lorsque je ne peux pas communier avec eux le samedi, c'est que quelque chose me manque. Et lorsque une seule petite chose vous manque, tout le reste est désert. Je suis là à nouveau et j'espère que ce sera encore plus intéressant ce matin ou cet après-midi. En tout cas, ça le sera, c'est sûr. Avec les deux journalistes que vous avez en face de vous. Je ne suis pas bien loti, ça, il faut le dire. Alors, j'ai ensuite Marion Obama. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Bon après-midi Audrey, merci de m'avoir invité. C'est vrai que c'est la première fois que je vous reçois et je vais rappeler à tous ceux qui nous regardent que vous êtes journaliste et organisatrice des médiations Presse Trophies, c'est bien ça? Oui, ce sont les awards de la presse qu'on organise depuis 6 ans déjà. Voilà. C'est un concept qui prend beaucoup et puis les médias aussi commencent à être de plus en plus nombreux à concourir. Presse télé, écrite, cybernétique et radio. Voilà. J'ai ensuite, je vais dire enfin, Didier Kouamo, journaliste à Radio Nostalgie et administrateur du forum La Médiasphère. Oui, bonjour. Bon après-midi et bienvenue. Bonjour Audrey, bonjour à tous les téléspectateurs de STV que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver cette semaine encore. C'est vrai que c'est assez flatteur de se sentir utile et du coup j'espère que je pourrai, comme d'habitude, apporter ma modeste contribution à la compréhension du sujet qui est le nôtre. Voilà, votre participation. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler des médias. La télévision et les journaux sont essentiels pour tous. Ils nous informent, nous aident à comprendre le monde dans lequel nous vivons et à l'appréhender pour les jeunes. Mais tout comme notre société, les médias, notre système d'information ne fait qu'évoluer. Il se modernise. Cette modernisation est-elle positive? Est-ce que la télévision et les journaux sont-ils encore une source d'information sûre? Quel impact ont-ils sur la société? Toutes ces questions nous ont amené à cette interrogation. Télévision et journaux, atouts ou dangers pour notre société? Nous verrons tout d'abord l'importance de l'existence de ces médias pour l'épanouissement de la société. Puis, dans un second temps, nous étudierons les limites, voire les dégâts que peuvent causer ces médias. Et enfin, nous apporterons une réflexion sur la manière d'éviter les dérapages. Alors, Monsieur Somo, c'est quoi les journaux et la télévision? Je ne sais pas si c'est à moi que cette question devrait être posée. Je crois qu'il y a des spécialistes en la matière sur ce plateau. Aujourd'hui, ils vont peut-être répondre, pour la première fois, j'aimerais bien me hein. poser en contradicteur essentiel, n'est-ce pas, sur ce plateau. Je ne sais pas ce que c'est qu'un journal, je ne sais pas ce que les journaux ou la télévision, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis comme le Camerounais lambda, un consommateur. On va dire comme un profane. Un profane, un consommateur de la presse, de la télévision. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Et je vous dirai tout au long de ce débat si je suis une victime ou quelqu'un qui bénéficie de l'action de ces journaux. Télévision, médias, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Ok. Didier, comment va aider M. Saumon à y voir plus clair, on va dire? Si je n'étais pas préparé, parce que le préambule à la compréhension de ce thème, justement, c'est la définition de la télévision. Je vais dire de façon prosaïque, en espérant être compris par le plus grand nombre, que la télévision, c'est un ensemble de techniques destinées à émettre et à recevoir des séquences audiovisuelles qu'on appelle donc programmes télévisés. Donc c'est ça la télévision. C'est vrai qu'on pourrait simplifier la définition, selon qu'on est profane, comme veut le dire humblement monsieur Somo, mais en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, cet ensemble de techniques chargées, donc, qui consiste en la diffusion de programmes télévisés. Voilà. Donc, c'est cela la télévision, de façon un peu plus simple, qu'on ne pourrait l'avoir selon qu'on est sous certaines latitudes ou sous d'autres. Oui, là, vous avez défini la télévision. Et les journaux, alors? Parce qu'on parle de télévision et journaux. Et pour la définition des journaux, je laisse la latitude à Marion, qui est une experte en matière de journaux. Bon, le mot experte, je ne sais pas trop, mais je vais m'hasarder à faire une définition à peu près
compréhensible par tous. Je dois dire que les journaux, en fait, quand on parle de thème de presse écrite, il y a un ensemble de deux mots. Il y a la presse d'un côté, il y a écrit de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un support et il y a ce qui est posé sur le support. Alors, le support, c'est du papier. Alors, ce qui est posé sur le support, ce sont les écritures. Et les écritures, donc, qui viennent apporter une information de façon pérenne. Parce que l'avantage avec la presse écrite, c'est que c'est des textes et des photos qui restent, qui peuvent être consultés plus tard, qui peuvent être exploités pour d'autres travaux de recherche et qui sont différents de la télé qu'on voit et qui passe ou de la radio qu'on écoute et qu'on oublie. Mais le support papier, presse écrite, donc a cet avantage également de conserver tout ce qui est écrit dessus. Donc voilà un peu la définition de la presse écrite. Et maintenant, journaux, c'est un thème c'est une appellation qui globalise un peu parce que qu'on soit dans la presse écrite, qu'on soit dans l'audiovisuel ou ce qu'on appelle aujourd'hui la presse cybernétique, chaque support a ses spécificités. Mais lorsqu'on parle de journaux, on se retrouve un peu à dire, OK, on peut retrouver le journal en télé, on peut retrouver le journal en presse écrite, on peut retrouver le journal en radio. Parler de journaux, c'est un thème transversal pour dire que c'est le moment où on peut informer, c'est un caractère informatif lorsqu'on parle de journaux. Ça veut dire, en fait, les anglophones appellent ça daily, ça veut dire informer au jour le jour. Donc, c'est également un mot qu'on a composé pour dire jour et nous pour dire l'actualité qu'on colle au quotidien. Voilà. Ok, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la naissance et l'évolution des télévisions et des journaux. Didier Komo. Oui, c'est vrai que c'est... Pour ne pas faire long, je voudrais vraiment faire court. Je vais préciser que la télévision... Long, voilà. La télévision a aujourd'hui 93 ans. Ça n'en a pas l'air, mais ça fait déjà quand même 93 ans que la télévision existe, l'histoire de la télé, parce qu'elle est née en 1920. Et au Cameroun, ça fait pas très longtemps. On est à peine à 30 ans, dans les années 80. Donc on est à peine 83. Voilà. Donc lancement de la télé, la CTV à l'époque, pour ce qui est du Cameroun, mais puisque STV est une fenêtre ouverte sur le monde, on va donc parler en règle générale de la naissance de la télévision qui a donc eu lieu en 1920. Et la radio, qui elle a 107 ans, est née en 1906. Il est important de toujours faire une lecture transversale entre radio, télévision, presse écrite, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en ce qui me concerne, je suis plus proche de la radio que de la télévision, même si c'est vrai que ça avait beaucoup. Voilà. Donc la télévision, c'est un média de masse, c'est ce qu'il faut savoir, qui est une source d'information, un moyen de divertissement, d'éducation, de propagande même des fois, et même de manipulation. Mais puisqu'on est en train d'en parler en termes d'histoire, je dirais que la télévision, depuis les temps anciens, est l'un des médias qui a réussi à fédérer le plus grand nombre de personnes à un moment précis. Et de cela, nous parlerons peut-être au fur et à mesure qu'on s'interrogera sur les habitudes de l'audimat. À quel moment de la journée est-ce qu'on a plus l'impression que des gens, en fonction des CSP, des catégories socio-professionnelles, s'intéressent à la télévision. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la télévision ne date pas d'aujourd'hui. Si tant est que 93 ans soit un âge très avancé, je dirais que oui, la télévision a plutôt une vieille histoire derrière elle. Voilà. Alors, une fois de plus, Didier Komo, on n'a parlé que de la télévision. Alors, je vais me retourner vers Marion Bam. Naissance, évolution des journaux. Oui, en fait, je voudrais dire que Didier a très bien placé le contexte mondial de la presse audiovisuelle. Je voudrais dire que c'est vrai que les âges qu'il a donnés sont exacts, mais la presse écrite est la mère de la presse dans le monde, de l'information même dans le monde, parce que ça a commencé par des petits bulletins de propagande, des petits bulletins d'information régionaux, et ça a grandi petit à petit, parce que quand on parle vraiment d'information, le support mère, c'est le support de la presse écrite, qui a aujourd'hui près de 120 ans. Donc c'est par là qu'on acquiert les techniques même rédactionnelles, les techniques d'écriture et la rigueur au travail. Parce que... on va vous couper, j'ai souvent entendu dire que pour faire
faire le journalisme à la télé, il faut être passé par la presse écrite. Du moins, pour être bon journaliste, même à la télé, il faut être passé par la presse écrite. Bon, j'ajoute à... C'est une case obligatoire. Oui, une case absolument obligatoire parce que c'est le moment où vous commencez le travail à la base. Vous avez plusieurs niveaux de sanctions, d'évaluation et de correction qui peuvent vous amener pendant votre temps d'apprentissage à acquérir des bonnes techniques rédactionnelles et la rigueur et le professionnalisme en ce qui concerne la confrontation des sources, la vérification des informations et l'orthographe et la grammaire même dans la rédaction. Parce que parfois les gens parlent très bien, mais si vous leur tendez un papier, un bic, vous pouvez être très surpris qui font de la phonétique en fait. Ils écrivent des sons et donc vraiment en presse écrite, ce n'est pas toléré parce que vous avez votre nom que vous mettez au bas de l'article. Cette sanction-là, et également les lecteurs peuvent vous sanctionner, ne pas lire vos articles et vous cataloguer comme quelqu'un de très peu sérieux, de léger dans votre collecte et même dans votre traitement. Donc c'est très important de commencer toujours par la presse écrite. Ça vous donne une base très très importante pour la suite de la carrière dans le journalisme. Je suis toujours très mal à l'aise. C'est vrai qu'on n'est pas encore tout à fait dans le débat, Marion. Toujours très mal à l'aise lorsque je m'entends dire que quelqu'un qui parlerait bien ne saurait pas bien écrire. C'est très étonnant. Moi, je me dis, oui, vous pouvez donner l'impression de bien parler et forcément, vous n'écrirez pas bien. Mais pour moi, il est clair, comme disait Boileau, que tout ce qui se conçoit bien, s'énonçant clairement, les mots pour le dire arrivant aisément, il va donc de soi qu'on sache écrire à peu près ce qu'on dit. Il va de soi, mais ce n'est pas toujours ça. Bon, ok. J'ajoute quand même à la suite de Marion, puisqu'elle m'a ramené à l'histoire et elle a voulu me pourfendre dans ce sens-ci que je n'avais pas mentionné que c'est la presse écrite qui était la mère des médias. Oui, l'âge d'or de la presse écrite, on le sait, c'était dans les années 1870 et en 1914. Mais il se trouve qu'après cela, la radio est arrivée en 1906, comme je l'ai dit, et a donc pris le relais de la presse écrite qui n'a plus vraiment le rayonnement qui était le sien à cette époque. Voilà. Juste pour résumer, vraiment le rayonnement. Pourquoi? Dans tous les cas, on va y arriver. Pour raisonner, je voulais juste dire par rapport aux trois médias que sont la presse écrite, la radio et la télé. Je voudrais dire, dans les écoles de journalisme, on nous apprend le système des trois. C'est-à-dire que la radio annonce, la télévision montre et la presse écrite explique. C'est-à-dire que c'est des médias complémentaires, mais chacun a sa spécificité. Ce que la radio peut faire, la presse écrite ne peut pas le faire. Ce que la télé peut faire en termes d'image, de montrer, la presse écrite ne peut pas le faire. Mais lorsqu'il faut vraiment expliquer, prendre le temps d'écrire, de remonter les faits, ce n'est que la presse écrite qui peut le faire et conserver les traces écrites. Alors, M. Somo voulait intervenir, M. Somo le profane, sur ce plateau. Non, le pseudo-profane. Pseudo-profane, oui. Ce que je voulais dire, j'ai plutôt l'impression, sans vouloir contredire Marion, que j'ai plutôt l'impression que de la presse écrite à la télévision, en passant par la radio, on semble aller dans une logique évolutionniste. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on soit passé des supports rudimentaires de l'information à des supports de plus en plus modernes. Bon, je suppose que la société a tout temps, n'est-ce pas, étant constituée d'individus qui ont envie de communiquer entre eux, ont toujours recherché le moyen le plus facile et le plus explicite d'entretenir des rapports et de s'informer mutuellement. Et dans la logique de cette recherche de la communication, la presse s'est imposée en premier comme le moyen disponible à une certaine époque. Puis, de façon évolutive, il a été possible de transiter par la radio. Souvenez-vous, et ça je le dis en fonction de notre histoire des Camerounais, c'est-à-dire que bien avant, la radio, il y avait cette presse écrite, comme Marion l'a dit, c'est-à-dire que ces petits bulletins qui passaient, qui transitaient et que les gens auxquels les gens s'intéressaient bien pour savoir ce qui se passait dans la patrie, dans le pays. Puis après, chacun était l'oreille collée à son transitor, jusqu'à ce que, curieusement, au-delà de l'oreille collée au transistor, on voit la personne apparaître sur un écran et parler, échanger avec nous. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on s'arrête à dire il y a une forme de presse qui serait la mère des autres, qu'on dirait plutôt qui est à l'origine
des autres, pas forcément la mer, mais qu'on soit parti dans une logique d'évolution. Au contraire, j'ai bien peur de dire à Marion que est-ce que aujourd'hui, de plus en plus, on n'a pas l'impression que les gens délaissent de plus en plus la presse écrite parce qu'on veut des outils beaucoup plus modernes. C'est-à-dire qu'à partir de mon portable, je peux regarder le dernier journal télévisé, beaucoup plus facile à regarder et à consommer qu'une presse que je doive chercher quelque part dans un coin de la rue, contre de l'argent que je doive payer, que je sache déjà lire et écrire, enfin, tout au moins lire, interpréter. Alors qu'à la télévision, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est plus pratique, c'est plus simple, c'est plus moderne. C'est pas pour aller pour dénigrer la presse. On va peut-être dire plus pratique pour certains, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas le temps de regarder la télévision et qui s'informent par les journaux qu'on leur livre tous les jours à leur bureau. Oui, c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder la télévision. Donc plus pratique, on va dire que la presse peut être plus pratique pour certains. Je voudrais dire, Monsieur Sommo, que c'est juste une question de compréhension de concept. Quand je parlais de mer, je voulais pas dire que les autres n'ont pas leur place ou ne sont pas rentrés dans le processus de l'évolution de la presse. Que non, je voudrais dire qu'il faut qu'on situe au début qu'est-ce qui a commencé. D'accord. La mer donne naissance. On part bien d'un point, donc il fallait situer que c'est la presse écrite qui est la mère des médias. C'est pas la télé qui est avant la presse écrite ou la radio qui est avant la presse. C'était la presse écrite d'abord et ensuite on s'est mis dans un processus d'évolution pour arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la presse cybernétique. Il y a 10 ans, 30 ans, 50 ans, c'était même pas envisageable. Donc aujourd'hui, en fait, il faut réussir, même la presse écrite, surtout pour sa survie, pour arriver à ce que vous avez évoqué comme question, doit se réinventer. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tous les autres médias sont arrivés à montrer le caractère un peu désuet de la presse écrite. Mais le caractère de l'archive et de valeur ajoutée de la presse écrite aujourd'hui n'est pas contesté. C'est juste qu'effectivement, il faut se réinventer pour intéresser et rentrer dans la bataille de la concurrence par rapport avec les autres médias. Donc pour revenir à la télévision, je crois que je pourrais dire à la suite de Marion que la télévision est devenue plus consommée parce que plus accessible à toutes les catégories sociales. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors les médias tels que la télévision, les journaux et même la radio nous prouvent tous les jours que la liberté d'expression est bien réelle quand même. Monsieur Sommo. Au Cameroun. Bien sûr. Oui. Oui. Marion, qu'est-ce que vous essayez de dire? Non, j'ai posé la question si c'était pour le Cameroun. Oui, pour le Cameroun. On est au Cameroun, donc on parle dans notre contexte. Non, je ne peux pas. Vous voulez me situer dans la posture d'un représentant de l'État qui voudrait dire ici que la liberté d'expression est une réalité au regard du nombre de titres de parution, au regard du fond, et même du nombre de journaux, du discours qu'on retrouve aujourd'hui, nombre de télévisions. Ah ben oui, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, eux sont mieux placés pour statistiquement nous dire combien ils sont. Vous me renvoyez vers DJ Como et Marion Wapake. Aujourd'hui, DJ Como. C'est ça. Non. Audrey, cette passe-là, très facile de je renvoie là-bas, plus facile. Mais c'est stratège. Oui, parce que là, quand on a commencé là, le débat, on a expliqué, lui, il a pris des trucs et des éléments comme ça pour les replacer. Non, si vous voulez, en tant que consommateur. Oui, voilà. Il faut dire, en tant que consommateur, je donne mon point de vue. Peut-on dire au Cameroun qu'il y a une réelle liberté d'expression? Je dirais totalement oui. Et il faut pour cela, la preuve, c'est à la fois le discours sur le plan qualitatif et le discours sur le plan quantitatif, en termes de nombre de médias et en termes de type de discours tenus dans ces médias. Je crois que, sauf une mauvaise appréciation de ma part, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'ils sont totalement servis. C'est-à-dire que lorsqu'on veut savoir ce qui se passe dans notre pays, c'est vers ces médias qu'on se retrouve fondamentalement. Ils sont un peu comme les précurseurs de ce qui va se passer, et ils sont en même temps présents lorsque les faits se déroulent, et sur un plan strictement, pas prospectif, je veux dire, ils sont capables, sur un plan historique, de jouer le rôle d'archive. C'est-à-dire que généralement, même nous dans nos bureaux, c'est facilement lorsqu'on veut se rappeler de ce qui a été fait, c'est directement dans la presse qu'on court, beaucoup moins que dans ses archives au bureau. Bon, maintenant, est-ce que véritablement c'est ce discours que nous attendons? Est-ce que tout ce que
tout ce qui doit être dit est véritablement dit et de la façon que cela doit être dit. That is the question. Bon, on va s'arrêter là, ça, monsieur. Je ne peux pas répondre là-dessus. Oui. Je sais, c'est pourquoi je dis, eux sont mieux placés pour nous dire si en réalité ce qu'ils veulent dire, ils le disent en toute liberté. Moi, je ne suis que consommateur. Je ne vais pas parler en tant qu'immédiat, je vais donner ma perception personnelle, même si c'est vrai que je peux me tromper. À certains niveaux, je crois savoir que la liberté de la presse est en marche chez nous. C'est ce que je pourrais dire. Elle est effectivement en marche, étant entendu que dans aucun pays, la liberté de la presse n'est vraiment totale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des grands groupes qui sont les maîtres de ces télévisions que nous regardons. Je ne vais pas citer des groupes, par exemple, pour le cas de la France, comme Bouygues, comme Lagardère et tout ça, qui détiennent le pouvoir médiatique par certains égards. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour le cas du Cameroun, on ne saurait être dans la posture de celui qui dit non. Moi, je pense que oui, effectivement, en ce qui me concerne, ce n'est pas l'homme de médias qui parle, c'est le téléspectateur, c'est le lecteur, c'est l'auditeur qui parle. Lorsque j'entends le discours, le ton quelquefois dur et acerbe envers l'État qui, à une certaine époque, à travers le monde, était garant des médias avant la libéralisation, eh bien, lorsque j'entends le ton acerbe quelquefois utilisé dans les médias, je me dis effectivement qu'il y a une certaine liberté, même si c'est vrai que l'homme, dans sa position d'éternel insatisfait, voudrait avoir une totale liberté. Et je trouve quand même qu'il y a des instances qui doivent réguler, pas forcément réprimer ou censurer, mais qui doivent réguler ce qui est dit et ce qui se passe dans nos télévisions. Et pour le cas du Cameroun, ça tombe bien, justement parce qu'on a notre organisme qui s'appelle le CNC, le Conseil national de la communication, qui, à travers son président, Monseigneur Beffé Ateba, a pris sur lui de réglementer ce qui se passe à la télévision, parce qu'on avait l'impression au moment que ça devenait du vaudeville à la télévision, puisqu'on parle de la télévision. Ça dans tous les sens. Oui, on avait l'impression que ça allait vraiment dans tous les sens, et il était temps de frapper. Toute ma sympathie et ma compassion envers les confrères dont les émissions ont été suspendues. Peut-être qu'on en parlera quand on verra l'impact des émissions sur la société au Cameroun. Mais loin de moi la prétention de dire que c'est très bien d'arrêter ces émissions parce que la mienne aurait pu être dans le même registre. Mais il se trouve qu'à un moment, il faut qu'on puisse réguler. Réguler ne signifie pas forcément censure. Parce qu'il y a des confrères qui ont crié haro sur la liberté lorsque le CNC, pour le cas du Cameroun, parce que je tiens à préciser que je parle bien du cas du Cameroun, le CNC a décidé à un moment de sévir. On avait l'impression que ce qui n'était pas ouvertement interdit était permis. Non, à un moment, il faut être honnête et se dire qu'il y a effectivement, pour le cas du Cameroun, une certaine liberté d'expression qui est en marche. Alors, les journaux et la télévision ont le pouvoir considérable d'influer sur l'opinion publique. Ils sont également considérés comme un contre-pouvoir par opposition au gouvernement politique en place. Il est de plus en plus courant que les médias dévoilent des affaires que les représentants des pouvoirs administratifs, judiciaires, législatifs auraient souhaité voir étouffés. Mario Ban. Oui, en fait, là, on entre dans ce qu'on appelle le jeu de la démocratie. Quand on parle de quatrième pouvoir, c'est effectif parce qu'après le politique, le législatif, le judiciaire, qui sont les trois pouvoirs qui sont concentrés dans un État, il faut qu'il y ait le quatrième pouvoir intervienne en termes de médias, qui est celui donc qui vient dénoncer, dévoiler ou permettre surtout, parce que les médias, ce n'est pas... les 80% ou 90% de leur cible, ce n'est pas le gouvernement, c'est le public, c'est le peuple. C'est le peuple pour dire, OK, nous avons mis en place un gouvernement, nous avons mis en place des dirigeants, voici ce qu'ils font, voilà le résultat de leur politique. Dans telle région, dans telle circonscription, dans tel arrondissement, voilà ce qu'ils font effectivement sur le plan de l'éducation, sur le plan de la justice, sur le plan du développement de l'économie et tout. Voilà exactement ce qu'ils font. Et donc, ça amène les 20 autres pourcents qui sont le gouvernement, le 10%, ça les amène à se rendre compte qu'effectivement, à l'intérieur du système mis en place, il y a beaucoup de mécanismes qui ne fonctionnent pas. Donc, effectivement, ce rôle-là permet à un État de se contrôler. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de contrôle, ça devient la cour du roi Péto, et tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et le peuple n'est pas informé de ce qui se passe. Parce que justement, lorsque les anglo-saxons
ont mis le thème mass média pour parler de télé, pour parler de radio, pour parler de presse écrite. C'était pour toucher justement la masse, le peuple, pour dire, OK, voilà notre cible. Notre cible, c'est les mass médias, c'est le peuple, c'est vers eux que nous devons orienter nos informations, orienter notre travail, parce que ceux qui sont les commanditaires ou bien ceux qui sont les dirigeants aujourd'hui, ils savent ce qu'ils font. Ils savent quels sont les intérêts qui sont les leurs. Comment est-ce qu'ils doivent donc protéger leurs intérêts pour que l'information ne fuit pas dans la presse. Parce que dès que l'information est dans la presse, on ne peut plus contrôler. Et les gens qui nous ont élus hier sont au courant de ce que le mandat qu'ils nous ont donné, nous n'arrivons pas à le mener à bon port parce que nous privilégions des intérêts égoïstes. Donc, le quatrième pouvoir, effectivement, ça rentre dans le jeu de la démocratie. Ça permet d'équilibrer plus ou moins le jeu de la démocratie dans un pays et pour le nôtre également au Cameroun. C'est pour ça que se mettent en place progressivement certaines choses qui permettent de croire que, peut-être pas dans un avenir proche, dans un avenir, nous gardons bon espoir que la presse va pleinement pouvoir jouer son rôle. Parce qu'effectivement, Didier le disait tout à l'heure, il y a le CNC qui est là, il y a des associations qui se mettent en place et puis il faut que toute cette synergie-là travaille à ce que, et même les patrons de presse doivent également concourir à ce que nous ayons une presse forte et saine. Parce que justement, aux États-Unis ou en France, lorsqu'on parle de quatrième pouvoir, le quatrième pouvoir est effectif, c'est-à-dire que vous avez des capitaux publics qui sont injectés dans la presse, vous avez des capitaux privés qui sont injectés dans la presse. À partir de ce moment-là, le jeu se neutralise parce que ce n'est pas seulement le gouvernement qui est à 80% propriétaire financièrement et si on peut dire éditorialement de ce qui est dit dans la presse ou ce qui est délivré. Donc nous aussi également, en termes d'amélioration des conditions de travail, en termes de salaire bien rémunéré, en termes de cotisation à la CNPS et même des protections de santé, des questions de santé, d'assurance de santé maladie pour nos employés dans les médias. Il faut également que toutes ces questions-là soient bien régulées, bien orchestrées pour que le produit final que nous donnons à ces mass médias-là soit un produit de qualité, ne soit pas un produit influencés par des gens qui tirent la bourse ici ou qui tirent le pouvoir par là. Donc c'est une question assez importante à régler en interne avec la régulation. Mais il faut savoir effectivement que s'il n'y avait pas la presse au Cameroun, s'il n'y avait pas eu le combat qui a mené en 90 à la libéralisation de la presse, il y aurait beaucoup de choses que le peuple ne saurait pas aujourd'hui. Et il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas été améliorées du côté du gouvernement par rapport aux dénonciations qui ont été faites. Donc nous vivons l'ère de la médiacratie. Voilà, je veux dire, Audrey, avec votre permission, que je voudrais qu'on revienne un peu sur quand même un questionnement de fond, peut-être un problème de terminologie, la sémantique. L'idée du quatrième pouvoir m'embête un peu lorsqu'il s'agit de la presse. Naturellement, j'ai 3 journalistes devant moi, c'est tout naturellement qu'ils vont chercher à me démontrer le contraire. Mais il y a une question qui me taraude l'esprit en réalité. Peut-on penser que la presse, en général, la globalisant, joue un rôle fondamental dans la structuration de la République au point que, en termes d'importance, on peut situer la presse au 4e rang. C'est-à-dire que j'ai souvent l'habitude de me poser la question de savoir si une corporation de médecins, par exemple, ou une corporation d'enseignants peut être reléguée à un plan inférieur s'agissant des pouvoirs dans un État qui est bien organisé. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'en réalité, la force de la presse se situe dans un concept qui s'appelle la dénonciation. Bien. Si tout fonctionne, est bien structuré et fonctionne normalement, c'est-à-dire que des gens n'ont rien à se reprocher. Dans une république où des gens n'ont rien à se reprocher, eh bien la presse n'a rien à faire. Je veux dire, dans une république où tout fonctionne de façon à ce que les uns et les autres connaissent leurs droits, leurs prérogatives et leurs devoirs, la presse se limiterait tout simplement à un rôle de connexion entre les individus en termes de transmission de la plus petite information. La presse ne prendrait pas exactement le pouvoir qu'elle se donne actuellement dans nos États. Je vais prendre aujourd'hui, lorsque vous allez lire une presse, alors
les gens ont peur de quoi? Ceux qui posent des actes délictuels redoutent la presse, tandis que ceux qui posent des actes nobles admirent cette presse. Or, les gens veulent s'intéresser à l'information ayant un rapport avec ceux qui posent ces actes délictuels, et dans une forme d'exploitation de ce dysfonctionnement, eh bien, la presse tire son épingle du jeu. Au Cameroun, par exemple, on est allé vers ce que je pourrais appeler une auto-mutilation de la presse. En fait, la presse aujourd'hui, d'ailleurs, s'est inféodée aux grands groupes économiques qui existent. Et à partir de cette inféodation, elle n'est pas à l'intérieur d'elle-même libre d'esprit. C'est-à-dire que sur le plan éditorial, on constate que toutes les presses au Cameroun sont toutes convenablement engagées. Elles le sont engagées à la fois sur le plan éditorial, mais ils le sont engagés en raison des pressions économiques. Bon, ils sont souvent, on les voit, moi j'ai entendu certains discuter, j'étais à une réception où j'ai trouvé un groupe de journalistes qui étaient assis là, et j'ai trouvé ces journalistes en train de discuter de la qualité, ou si vous voulez, de la définition même du journaliste. Pour dire par exemple que fondamentalement au Cameroun, les journalistes sont encore à se poser la question de savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas. Il y a tout cela qui fait que j'ai peur. J'ai peur de croire que ce quatrième pouvoir ne soit pas forcément assis sur quelque chose d'assez stable, sur quelque chose d'assez crédible, au point de pouvoir s'appeler un quatrième pouvoir. Ce n'est que des observations d'un profane, hein, c'est-à-dire que prenez-moi comme l'homme de la rue qui ne sait rien de la presse, hein, de la journaux, et justement c'est pour ça que vous n'allez pas être, ne vous déversez pas sur moi, ne mangez pas dans ce plateau, s'il vous plaît. Oui, vous répondez rapidement. D'une façon ou d'une autre, nous nous positionnons, du moins en ce qui concerne Marion, je parle pour vous, hein, et moi un peu en profane, éclairé ici. Ah d'accord. Étant entendu qu'il y en a qui nous regardent en ce moment et qui pourraient, du haut de leur intelligence, vous répondre seulement 10 fois mieux que nous. Mais puisque nous avons la chance d'être sur le plateau, on va y aller. Et en ce qui me concerne, je vais vous dire, M. Somon, que je trouve agréable votre discours, en ce sens que vous avez vous-même apporté des éléments de réponse à ce que vous disiez tout à l'heure, à vos préoccupations, c'est-à-dire comment s'y prendre pour que la presse ne soit pas inféodée. Quand la presse est inféodée à un système politique, par exemple, ça devient très compliqué. Mais peut-on faire autrement? Parce que c'est également à cela que la presse peut servir quand elle est instrumentalisée. Je vais prendre le cas, par exemple, des régimes communistes, un peu comme en Chine ou en Union soviétique. L'apologie du communisme est passée par où? C'est passé par les médias. Ça passe par la presse. Vous vous souvenez de la guerre au Vietnam, pour aller un peu plus loin aux États-Unis d'Amérique. C'est à travers les médias que le gouvernement de l'époque incitait les Américains à s'aligner derrière l'idéal de guerre qui était pourtant, comme qui dirait, une guerre qui n'avait pas lieu d'être au Vietnam. Et pourtant, le commun des Américains se disait, du fait que les médias en faisaient l'apologie, que cette guerre avait tout lieu d'être. C'est un peu comme la guerre au Koweït, si vous vous souvenez également, un peu plus récemment, lorsque on présentait Saddam Hussein comme étant celui qui voulait annexer le Koweït, eh bien les Américains, à travers des chaînes de télévision comme ABC ou CBS, ont fait la propagande du bien fondé qu'il y a pour l'armée américaine d'aller défendre. La guerre du bien contre le mal. La guerre du bien contre le mal, comme tu dirais. Alors, je ne contredis pas. Non, il faut qu'on s'entende très bien. Je ne dis pas que la presse ne joue pas un rôle fondamental dans le maintien des équilibres, dans la propagation des idéologies. Mais ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais dire, c'est dans un monde qui fonctionne selon des normes établie, claire et précise, la presse n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que s'il y a la guerre en Irak et que les Américains se limitent à penser que ce qu'ils vont faire en Irak est acceptable de tous, le relais de la presse n'a plus sa raison d'être. Si ce n'est pas pour l'apologie des faits positifs. Je voulais juste dire à M. Somo que ce qu'il veut là, je crois qu'il faut qu'il aille rendre visite au Seigneur et qu'il vive au paradis. Mais c'est dans quel pays où tout va très bien, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'économie. C'est quel pays? Aujourd'hui, on a des pays européens, la Grèce et tout ça là, qui sont en faillite. Ça ne marche pas en France.
il y a des problèmes partout. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire croire ici, là, qu'il y a un idéal vers lequel on doit tendre. La notion même de quatrième pouvoir, c'est pas au Cameroun qu'elle est née, c'est aux États-Unis qu'elle est née. Parce qu'il y a eu l'affaire Watergate. Et on a vu comment tout un gouvernement, du sommet pratiquement jusqu'à la base, a dû être changé parce que le gouvernement s'il n'y a pas de Watergate, s'il n'y a pas l'affaire Watergate... Il ne peut pas ne pas avoir de Watergate. Parce que vous êtes sociologue, vous êtes sociologue. Monsieur Somo, vous parliez tout à l'heure de l'ordre des médecins, par exemple, qui, si on voulait hiérarchiser les priorités, étaient indispensables. Je voudrais également dire que les enseignants, parce que j'aime l'éducation, sont indispensables, mais il se trouve que l'ordre des médecins n'aurait pas lieu d'être si on n'était pas malade. Eh bien, s'il n'y avait pas de problème dans le secteur de la santé. Il n'y a pas d'état parfait. Et ça reste toujours dans la théorisation des problèmes. On ne peut pas, pour engager une discussion ou un débat sur la question des médias au Cameroun, dire que s'il y a un état où tout fonctionne bien, les médias n'ont rien à faire. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Et ça ne peut même pas commencer au Cameroun. La télévision et les journaux, à votre avis, sont-ils une source sûre aujourd'hui d'information? Oui, je crois que ça, c'est le quotidien. Notre quotidien nous permet de penser que c'est vraiment une source sûre. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pas seulement dans notre pays, mais un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut savoir, lorsqu'on veut entendre le monde dans lequel on vit, lorsqu'on veut lire le monde dans lequel on vit, lorsqu'on veut voir le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas un miroir plus apte, un miroir plus indiqué que la presse, la télévision et les journaux. Bon, alors, est-ce que l'information qu'il nous donne, est-ce que cette information est sûre? Est-ce que c'est la bonne information? Ça, c'est les faits. Lorsqu'ils viennent soutenir les propos, c'est-à-dire que lorsque je vois un article qui est écrit, on dit il y a ceci qui se passe dans le monde, et si plus tard les faits corroborent, n'est-ce pas, ce qui est dit dans la presse, en ce moment, on peut penser que l'information qui est là-dedans est sûre. Mais combien de fois a-t-on entendu dire à la télévision des choses et qu'on n'a pas pu vérifier par la suite? Combien de fois nous avons vu des choses écrites dans la presse? La preuve, vous allez dans les kiosques aujourd'hui, vous voyez des titres. Et parfois, vous rentrez là-dedans, en dehors du titre, il n'y a rien d'autre au fond. Il n'y a qu'un petit rabougri de juste pour dire qu'il y a des quels adjectifs rabougris. Vous qui avez travaillé dans la presse écrite, c'est peu élogieux. Je crois que M. Somo veut dire qu'il y a m'inquiète en tout cas. Voilà, il y a des presse ou alors des patrons de presse, ou alors des rédacteurs, je ne sais pas comment vous appelez ça, des rédacteurs en chef, qui mettent juste des titres pour faire le buzz. Ou alors à l'intérieur, on ne retrouve même pas, il n'y a rien, comme vous avez dit, ou alors même c'est une fausse information. Vous savez, on peut tromper le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. C'est vrai. Il se trouve que, M. Somon, ça m'étonnerait que vous soyez tombé dans le panneau d'un quotidien, je dis n'importe quoi, qui vous aurait servi à la une un titre pompeux, ronflant, alors qu'à l'intérieur, c'est à peine 2 ou 3 phrases qui ont été dites au sujet du titre à la une, qui vous a pourtant attiré. Le thème n'est même pas, voilà. Il va de soi que si la première fois vous êtes tombé dans le panneau, la deuxième fois on ne vous reprend plus, à moins que vous choisissiez délibérément d'acheter à nouveau ce journal. C'est la raison pour laquelle j'ai dit les Camerounais ne sont pas dupes, le lecteur n'est pas dupe. Il y a des francs-tireurs. Oui, non, vu qu'on est au Cameroun, on va contextualiser. On a du bon grain. Est-ce qu'on n'a pas eu des cas comme ça? On sait quels sont les journaux sérieux. On le sait, on sait quelles sont les télévisions sérieuses. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a encore des journaux sérieux? Oui, mais bien sûr. Moi, je voudrais juste dire que, parlant de télévision et journaux, est-ce que c'est encore une information sur est-ce que c'est une bonne source et tout? Je voudrais dire que dans la presse aujourd'hui, il y a l'information. Maintenant, est-ce que c'est une information sûre? Est-ce que c'est la bonne information? Est-ce que c'est une bonne information? Là, il y a un grand point d'interrogation. Parce qu'effectivement, dans ce qu'on appelle souvent la course au scoop, pour être le premier à annoncer, pour être le premier à avoir donné cette information, le premier, on se laisse parfois donner des informations qui sont erronées, des informations qui n'apportent pas
une bonne lecture aux lecteurs ou aux téléspectateurs de comprendre, parce qu'on va être le premier à avoir annoncé pour dire on ne rentre pas à la source, on ne va pas à la source. On ne vérifie pas au niveau de la source. Et il y a eu plusieurs cas comme ça où certains journaux, même dans la presse, se sont plantés, ont annoncé des choses, après sont revenus dessus. Il est maintenant important et vraiment primordial pour qu'à l'intérieur de nos rédactions, à l'intérieur de nos de l'organisation même des journaux, que les gens travaillent avec une certaine rigueur. Que les gens travaillent avec cette rigueur, que les jeunes journalistes qui arrivent aujourd'hui, qui sont formés dans des écoles, comme on le sait, formés comme ils peuvent, ou comme ils peuvent quand ils peuvent, qui arrivent avec beaucoup de théories dans la tête et vraiment zéro pour la pratique. Il faut recommencer à les former. Dans les rédactions, il est important qu'on mette vraiment des pôles de formation, ou bien qu'il y ait des responsables de rédaction qui forment ces jeunes-là. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui est sorti d'école hier? Il arrive, on lui dit, va faire un reportage. Il ne connaît même pas ce que c'est que les techniques de reportage. Il vous ramène ce qu'il pourra. Et vu les contraintes de temps, il faut qu'on paraisse tous les jours, ou bien le journal, c'est à 19h, tout doit être prêt et tout. Et on met ça à l'antenne, ou bien on met ça dans le titre. La personne qui va lire, il ne veut pas savoir si ce garçon a été formé, ou bien si ce rédacteur, ou bien ce journaliste, ou ce stagiaire a été formé. Il va lire l'article et le coller au nom du média et va faire une analyse qui va être au désavantage du média. Marie, ça n'arrive pas qu'aux jeunes. Hein. On n'avait pas seulement tiré sur les jeunes. Hein. Non, quand je dis... On avait des responsables des vieux de la vieille, hein, tombés dans le même panneau. Oui. Absolument. Je ne veux pas expliquer les raisons pour lesquelles ils sont tombés dans les panneaux. Mais je dis effectivement que nous avons un métier qui demande d'être en éveil permanemment. Qui demande d'être rigoureux permanemment. Et ce n'est qu'en travaillant effectivement qu'on peut arriver à ce stade-là, où les erreurs ne sont pas comptées. Mais si vous vous relâchez un moment, parce que vous avez des problèmes de salaire, comme je disais, vous avez votre enfant qui est malade et on vous appelle qu'il faut faire le travail, le rendu ne peut pas être le même. Parce que vous avez des questions existentielles qui vous empêchent de donner le meilleur de vous-même à l'antenne ou de rédiger un bon travail. Donc là, les torts sont partagés entre nos patrons de presse, entre la responsabilité du journaliste et puis l'équation de qu'est-ce que je vais mettre dans mon journal qui doit absolument paraître le lendemain. Et puis là intervient la convention collective qu'on avait signée mais qui n'a toujours pas été respectée depuis 2008 avec les patrons de presse. Et là, on n'arrive pas à évoluer. Parce que si on veut... C'est logique. Hein, si on veut, ça veut dire que votre profession doit être, comme tous les autres, dératisée. Absolument. Ça veut dire que vous convenez tous avec moi sur ce plateau que les médias peuvent avoir un rôle dangereux. Absolument. Dans le sens où tout passe par les médias aujourd'hui. Tout passe par les médias. Je vous dis, lorsqu'on se lève le matin, moi quand je me lève le matin, pour avoir la température de la société, pour savoir ce que la société est. Monsieur Sommet, on va revenir à vous. On va revenir à vous, on va marquer un arrêt, on va prendre la page publicitaire et puis on se retrouve juste derrière la pub. Retour en studio, on va continuer, chers panélistes, notre débat. Alors, on était en train de dire quoi? J'étais en train de dire que les médias peuvent avoir un rôle dangereux dans la société, dans le sens où tout passe par les médias. Donc, ne risque-t-il pas d'influencer l'information et de faciliter toute forme de manipulation? Didier Kouamouo, Marion Obam. Oui, en ce sens que c'est... Quand on sait que quand même les médias ont une forte influence sur la population, sur l'opinion publique. C'est-à-dire que le pays aujourd'hui, si nous sommes au Cameroun, le pays aujourd'hui est totalement quadrillé par les médias. Que vous soyez au nord, au sud, ou l'est, à l'ouest, il y a ce qu'on appelle la presse quotidienne, il y a ce qu'on appelle la presse régionale, il y a ce qu'on appelle la presse départementale. C'est-à-dire qu'à tout niveau, au Cameroun aujourd'hui, vous allez trouver l'information. Ceci vient maintenant être corroboré avec l'arrosage des radios et des télévisions, qui, avec la montée du satellite, permet de toucher tout le monde et même au-delà de nos limites nationales. Maintenant, fort de cette capacité-là, parce que même quand vous allez dans des entreprises pour prospecter par rapport à la publicité, on vous dit, si vous êtes une télé, on vous dit, vous couvrez quel territoire, vous couvrez combien de régions dans le pays, ou bien quand vous êtes un journal, on vous dit vous tirez à combien d'exemplaires. C'est pour savoir quelle est votre force de pénétration du territoire. Est-ce que si je mets ma publicité chez vous, je vais pouvoir toucher tout le monde. Donc ça c'est déjà un fait important. Maintenant, avec cette force-là, quand vous démontrez que vous avez la capacité de couvrir tout le pays, on commence à vous donner
une certaine crédibilité. Et on sait que l'information qu'on met chez vous peut toucher aussi bien les décideurs que le commerçant, que le cadre d'entreprise et tout cela. Donc maintenant, quand vous avez une information et que vous voulez la diffuser dans ce support dont la crédibilité est déjà avérée, vous avez ce qu'on appelle des facteurs influents. C'est-à-dire, moi, si je veux faire passer un message, je prends un titre comme ça, je sais que le messager est beaucoup plus lu, peut-être dans la zone littorale, sud-ouest, ouest et tout ça, et que je veux toucher cette population-là, je vais voir les gens du messager. Chez nous, dans le journalisme, qu'est-ce qu'on dit? On dit, la personne qui t'apporte l'information, il faut poser les bonnes questions. Quel est son intérêt? Parce qu'effectivement, lorsque quelqu'un vient vous donner une information, il peut vouloir vous manipuler, ou bien alors il peut vouloir faire passer une information à son avantage. Donc c'est là où intervient ce qu'on appelle la question de responsabilité et le professionnalisme. Parce que si vous n'allez pas vérifier l'information qui vous est donnée, vous allez être manipulé, vous allez donner une mauvaise information et la personne qui a été l'émetteur du départ de cette information, lui, il aura tout à gagner parce que vous aurez diffusé. Donc effectivement, le média doit avoir ce qu'on appelle une responsabilité avérée dans les informations qui sont diffusées. C'est pour ça que lorsque une information est diffusée chez vous, pénalement, c'est vous qui êtes responsable, qui est poursuivi lorsqu'elle est erronée ou pas. Ce n'est pas la personne qui vous a donné l'information, on ne cherche même pas à savoir qui c'est. Ou alors elle est masquée, ou alors elle est même modifiée. Voilà, parce que des fois, le journaliste reçoit la bonne information, mais après, peut-être par rapport à l'influence d'un tel ou d'un tel, il modifie l'information. Les directeurs, les hommes économiques, les hommes de pouvoir savent quel est le rôle des médias. C'est pour ça que lorsqu'ils ont leur campagne, lorsqu'ils ont leur lancement de produits ou de projets, lorsqu'ils ont un événement, ils veulent d'abord s'entourer des médias. Ils veulent s'assurer que les médias sont là, les médias sont bien traités, les médias sont aux petits soins, parce qu'ils savent qu'en retour, vous êtes souvent au petit soin, c'est ça? Je suis au petit soin. Oui, parce qu'effectivement, je suis un cadre. On ne peut pas m'inviter pour me traiter n'importe comment. J'ai de la fierté, je sais ce que je vaux et j'exige d'être traité selon cela. Ils sont combien comme vous? Vous discriminez quand même. Vous discriminez, vous faites quand même la discrimination nécessaire qu'il y a entre quelqu'un que vous invite pour retranscrire son événement et qui vous traite copieusement et un autre qui, de façon subtile ou de façon désintéressée, voudrait que vous jouiez tout simplement votre rôle de journaliste. Non. Ça c'est des capacités qui sont les miennes, qui n'ont rien à voir avec le travail professionnel. Avec la corporation. Oui, parce qu'effectivement, lorsqu'on veut avoir que son événement soit couvert, il y a une procédure simple. On fait un dossier de presse, on fait une demande de couverture médiatique qu'on dépose dans le média sollicité. Maintenant, c'est libre à ce média de venir couvrir ou pas, ou quels sont le deal que vous faites pour que ce soit en première page ou sur une page ou sur une demi-page. Il y a ce qu'on appelle l'information, il y a ce qu'on appelle maintenant le public reportage. On peut faire une information, on peut couvrir normalement votre événement, on fait une information, mais si vous souhaitez que cette information occupe une page, qu'il y ait plus de photos ou que ce soit mentionné à la une, ça rentre dans le cadre commercial. Audrey, excuse-moi, je voulais dire à Audrey qu'il y a un danger, qui plane sur ce plateau et qui est créé par Marion. C'est-à-dire que elle nous entraîne, chaque fois qu'elle prend la parole, elle nous entraîne dans un discours compliqué de technicienne qu'elle est de la presse et nous détourne du débat essentiel, l'impact que cette presse a sur la société. Non, on va y arriver. Lorsqu'elle rentre dans un débat qui devient compliqué là en termes de... Monsieur Somon, ça ne peut pas être compliqué pour vous quand même. Et puis autre chose, Audrey, puisque Marion en a parlé fort à propos, je voudrais vous dire à quel point les médias peuvent être quelquefois pervertis. On a vu, puisque c'est une anecdote, Marion, il y en a beaucoup comme cela, on a vu des conférences où nous sommes allés, je veux dire, faire ressortir ici l'idée que les gens se font de la télévision et dans le fait, l'impact que la télévision a sur nos sociétés et la place qu'elle a dans les consciences. Eh bien, on arrive à des conférences, la conférence commence, il n'y a pas de caméra. Il y a Léo qui est là, qui pourra peut-être confirmer une anecdote comme celle-là. Il n'y a pas de caméra. Et puis lorsque les caméramens se ramènent quelques minutes, quelques heures même plus tard, les personnes qui ont donné cette conférence demandent à ce qu'on reprenne en disant oui, il y a telle télévision qui est arrivée, il y a telle autre télévision qui est arrivée, parce que ces personnes ont conscience de ce que leur message touchera le plus grand nombre du fait que la conférence aura été filmée. C'est vous dire si les gens sont bel et bien conscients de la force, de l'impact de la télévision et en règle générale des médias. Pour faire ressortir une fois de plus
le côté quelquefois pervers des médias, dans ce sens-ci qu'ils peuvent être instrumentalisés. C'est ce fait qui remonte à 1956-59, lorsqu'au plus fort de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle, pour vous dire que même dans les États dits démocratiques comme la France, on peut avoir des pressions quand on est la presse, eh bien le général de Gaulle avait fait interdire à la télévision la diffusion d'images qui montraient les exactions de l'armée française sur l'Algérie. Vous vous rendez compte? Et pourtant, la France est bien un État démocratique. Ce sont des faits d'histoire, donc on peut vérifier. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, parce que les coups d'État, en réalité, les coups d'État, pour la majorité des coups d'État qui ont eu lieu en Afrique ou dans le monde, le coup d'État ne semble effectif que lorsque quelqu'un a passé à la radio ou à la télévision. Qui tient dans les médias, qui tient le pouvoir. D'où la réponse à votre question. Question de quatrième pouvoir. Non, justement, s'il n'y a pas de coup d'État, c'est-à-dire qu'on est dans une succession normale de régimes. Et du coup, c'est un pouvoir qui légitime. Pourquoi la presse puisse taire son pouvoir? Quatrième pouvoir ou pas? Là n'est même pas le débat. Télévision et journaux, quel impact sur la société? Quel impact sur la société? Oui, on va d'abord lire quelques messages. Je vous aurais parlé de Berlusconi, en Italie, qui contrôle les médias. Voilà, on va en parler. Soyez pas pressés, disez quoi, on va en parler. On lit quelques messages d'abord, vous voulez bien? Bonjour Madame Obama, je voudrais savoir si le journaliste est un homme libre. Quel impact du journaliste dans la société? Alors, je répondrai en disant que le journaliste est un homme libre s'il définit sa liberté dans le ton qu'il emploie et dans sa tête. Parce qu'effectivement, on est dans un environnement. Et quand on est dans un environnement, on ne peut pas parler de liberté absolue. Parce qu'il faut que les gens sachent que, aussi bien en entreprise que dans la presse, il y a ce qu'on appelle la déontologie et l'éthique. Et quand on rentre encore dans le micro, qui peut être un support de médias, qui peut être STV, qui peut être messager ou mutation, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale, qui est celle qui nous amène à marcher et qui va définir le ton de chaque article que nous allons écrire dans notre journal. Donc, si notre ligne éditoriale est d'être contre le pouvoir, tout ce qu'on va écrire, tout ce qu'on va faire, ce sera de chercher la petite bête du pouvoir pour dire au peuple que voilà, le pouvoir ne travaille pas et tout et tout et tout. Si on dit que la ligne éditoriale, ce sera de privilégier les agriculteurs, on va chercher tout ce qui concerne l'information sur l'agriculture au Cameroun pour donner. Donc, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une diminution de ce qu'on peut appeler liberté totale. Il reste donc maintenant la liberté dans sa tête, la liberté de ton. C'est-à-dire que si vous avez un style, c'est comme ça que vous écrivez, on n'a pas à vous imposer de ne pas écrire autrement. Mais vous devez écrire en respectant l'environnement dans lequel vous évoluez. Sauf que le téléspectateur a oublié ou voulait vous poser la question de savoir si vous, journalistes, qui avez fait... Vous reformulez la question. Oui, c'est-à-dire qu'il dit par exemple... Votre question, c'est pas sa question à lui. Je dis exactement ce que le téléspectateur voulait dire, en d'autres termes, il va le confirmer par un autre message tout à l'heure, à savoir que dans un environnement où le journaliste a faim, est-ce que dans ses écrits, dans sa ligne éditoriale, il peut être assez objectif dans ses analyses? C'est pour ça que je parlais de liberté de ton et liberté dans la tête. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes quelqu'un qui a été formé à vivre dans un environnement difficile et à pouvoir travailler sans avoir des soucis, vous pouvez écrire tel que vous êtes. Si vous avez une personnalité, si vous avez une image, si vous avez un nom à défendre, que vous ayez faim ou pas, votre travail sera toujours professionnel. Mais si effectivement vous avez été éduqué dans un cocon et que à la moindre difficulté, vous vous sentez influencé, c'est libre à vous. Alors, on va lire des autres messages. Ruben Francis, les dangers des médias. Alors, il nous cite les dangers des médias. La manipulation, le formatage d'esprit, la déviation. Le formatage d'esprit. Le formatage, ok, pardon. Il a bien dit formatage, je n'avais pas bien lu. Le formatage d'esprit, la déviation, le suivisme aveugle, le mimétisme. Un autre message. Moi, Christophe, à Yaoundé Soie, la télé est un danger. Ok, c'est Christophe qui nous envoie ce message. Il a Soie à Yaoundé. La télé est un danger pour nos enfants à cause des films porno. Ok. Zingangula, Madame Obama a effectivement tendance à déplacer le débat vers ses points de vue. Si Madame Obama veut passer un message à travers vous et moi, qu'elle nous le
Le 10 de grâce. J'ai été invité pour parler des médias. C'est notre consultant de l'autre côté. Ok, c'est Mario ne fait que donner son point de vue. Donc voilà. Un autre message. Bon, je ne sais pas, mais je crois que j'ai été invité. Et on a un thème sur lequel on débat. Il y a une insuffisance de liberté de parole et d'expression, pas peur d'aller en prison, car le faotisme ou clairon plaise au pouvoir. C'est M. Abdou depuis Ingra qui envoie ce message. Madame Obama, Zingangoula encore, décidément. Il faudra lui dire qu'on prenne rendez-vous pour discuter, parce que là, on a... Malheureusement, il n'est pas ici. La crédibilité d'un média se fonde plutôt sur sa ligne éditoriale et la pertinence de sa production, non pas sur l'ampleur de sa couverture territoriale. Un autre message. Bonsoir, télévision et journaux sont des atouts. Nous sommes informés de tout problème de la société. Comment va le monde? C'est signé Ngambo de Ngaoundéré. Alors, un autre message. Les médias constituent un réel atout de développement d'un pays et un moteur d'émancipation d'un peuple, mais un frein à l'essor d'une nation lorsqu'ils sont manipulés. Merci à tout le panel et particulièrement à M. Saumon pour ses brillantes interventions. Sylvain Anikou. Un autre message. Zingangoul encore. On peut même d'ailleurs reprocher à la presse de jouer beaucoup plus le rôle de prescripteur d'opinion en lieu et place de s'affirmer comme quatrième pouvoir. Ça, c'est son avis. C'est Zingangoula qui signe ce message. Lui encore. Il sera intéressant d'aborder dans ce débat l'impact négatif des médias. On va y arriver, hein, sur le comportement des individus. J'en veux pour preuve le phénomène de l'obésité qui découle de l'excès de visionnage. D'accord? La télé non contrôlée est un grand danger pour les enfants et les jeunes. Marie-Hélène Tuemeni, étant donné que les sociétés évoluent et que la culture est dynamique, l'audiovisuel est un outil d'échange incontournable et un moteur de recherche. Notre message, Zingangoula. Le buzz est l'apanage de la presse à gages, des journaux à sensation et des tabloïds. Ça se fait matérialise, voilà, le côté purement mercantile que l'on peut reprocher à la presse qui, dès lors, perd sa vocation. Ruben Francis. Audrey, n'oublie pas de parler de l'impact des médias comme presse sur le comportement des jeunes au Cameroun. Un autre message, salut, c'est Pérez de Yaoundé. Message incomplet, donc on va passer au message suivant. Zingangoula encore, Madame Obama. Oh même en Europe et aux États-Unis. Oh là là. Madame Obama, même en Europe et aux États-Unis, la presse n'est pas libre. Pour la simple raison que ce sont les lobbies privés qui ont la même mise sur la presse, ce qui tue toutes les libertés de presse. Voilà. Il écoute cette émission d'une oreille particulière. Hein? On a Pérez qui renvoie le message. Salut, c'est Pérez de Yaoundé. Je vois que chacun doit connaître ses droits. Bonne journée et je salue Marion Obama. Voilà. Un autre message, Zingangoula, Monsieur Kwamo, on peut faire autrement dans le contexte camerounais où l'on observe une inféodation de la presse. Pour cela, il revient au syndicat de journalistes de contribuer à légiférer sur la presse. Ruben Francis, ça dépend de quel côté on se trouve. Pour les pouvoirs publics, les médias permettent de véhiculer les communiqués importants en direction de l'opinion. Pour l'opposition, c'est pour combattre. Zingangoula encore. Au Cameroun, on n'est pas seulement à une automutilation des médias. Nous en sommes rendus à une situation d'assujettissement des médias qui remet en cause toute forme de quatrième pouvoir. Ça, c'est son point de vue. Il est avec moi, c'est ça? Il est toujours avec vous, hein, de toute façon. Ah bon? Un peu de fair play. Bon, si je lis ce que je vois, de fair play. Nous en jeunes... Ok, message ça ne nous regarde pas, désolé, donc je vais le sauter carrément. Et lire le message suivant, Zingangoula encore. Peut-on réellement parler de l'effectivité du quatrième pouvoir s'agissant des médias, dès lors que l'État prévoit une autorité de régulation des médias et en même temps un conseil de la communication, un conseil national de la communication? Alors c'est une question qui pose, mais on ne va pas répondre parce que ce n'est même pas le but de ce débat. Donc on a un autre message. Désolé, hein, mon Zingangoula. C'est Ismaël Bial. Qui envoie un message incomplet. On passe au message suivant. Salut à tout le plateau. La presse écrite est foudroyée, elle-même par son manque d'objectivité et le marchandage des papiers. Du coup, son rôle maire de médias est d'évaluer. On va s'arrêter d'abord là pour les messages et évoluer un peu. Alors, jusqu'où peut aller le pouvoir des médias? Quel impact ont-ils
véritablement sur notre société? Monsieur Somon. Quel rôle, l'impact, quel est l'impact des médias, des médias sur la société dans comme j'ai dit, lorsque vous ne vous auto-évaluez pas, lorsque vous ne vous regardez pas dans un miroir, vous ne vous situez pas sur le plan spatio-temporel. Vous ne pouvez pas exactement appréhender la situation précise qui est la vôtre dans un espace-temps donné. Bon, alors, les médias, à partir du moment où ils sont le reflet, hein, les médias sont le reflet de ce que notre société est, parce que les médias écrivent notre société, les médias parlent de notre société, les médias exposent notre société et disent à notre société ce qu'elle est. Donc, elle permet à la société de s'évaluer, de se remettre en question et finalement d'aller dans une logique d'évolution, ou si vous voulez, dans une logique de progression. En fait, aujourd'hui, même si on peut refuter l'appellation quatrième pouvoir, il ne peut avoir une société digne, hein, une société valable, une société évolutive, sans que les médias ne soient là pour donner le tempo, le rythme et la situation réelle de notre société. Donc l'impact des médias sur une société est incontestable en tant que dans l'éducation, dans l'évaluation, dans la projection de toute société au plan global, c'est-à-dire au plan social et même au plan individuel. Voilà, et alors je vais vous demander, hein, impact positif ou négatif? On est au Cameroun, je parle du Cameroun. Bon, bien sûr, dans l'impact du Cameroun... Les médias ont un impact positif ou alors négatif sur la société? Je vais dire tout de go que la presse a un impact ambivalent dans notre société. C'est-à-dire que lorsque l'information est convenablement relayée, lorsque nous, moi quand je me lève le matin à la maison, mon premier réflexe c'est de quoi? Déjà que toute la nuit je dors, mon petit transistor est au chevet du lit et de temps en temps quand je me réveille, je voudrais savoir ce qui se passe. Hein, vous comprenez que à partir de ce moment, je suis conditionné dans mon comportement de demain par ce que je vais écouter à la presse ou lire à la presse ou ce que je vais regarder à la télévision. Maintenant, si cette information que je reçois n'est pas bonne, si elle n'est pas crédible, en fait, s'il n'y a pas ce que Marion Obama parlait d'erreur, moi je n'appelle pas ça erreur, j'appelle mensonge. Donc s'il y a des mensonges dans ce que la presse et la télévision vont me donner comme information, eh bien je me comporte de façon erronée. Hein. Je veux dire, mon attitude dans la journée est conditionnée par ce que la presse m'a dit. Si elle m'a dit des mensonges, je me comporte mal. Hein. Supposons que je me lève le matin et que j'apprends à travers la presse qu'il y a une marche qui est en train d'être organisée le lendemain et que c'est dangereux. Je dis à mes enfants, écoutez, demain c'est dangereux, vous ne partez pas à l'école. Cette information, je la tiens de qui? Je la tiens de la presse. Mais si par contre, je reçois une presse qui me dit avec précision qu'il y a une marche, mais elle ne concernera pas votre quartier et ceci et cela, eh bien, je conditionne ma vie. La presse a un rôle ambivalent sur les individus et sur la société en général. Tantôt positive, lorsque l'information est bonne, elle est vraie, mais négative lorsqu'on trouve des mensonges gros comme ça, comme on en trouve dans la plupart des médias aujourd'hui au Cameroun, à la recherche des gains. Voilà. Disez quoi, vous voulez réagir rapidement parce qu'on va passer au de certaines presses, je n'ai pas dit de toutes les presses, de certaines presses. Heureusement. Bon, du coup, ça me dispense de discours. De ce que vous avez dit, je vous attendais là. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il n'y a pas qu'au Cameroun, parce que je vous raconte une anecdote, une histoire qui s'est passée en Belgique avec la radio-télévision belge flamande. Vous avez entendu parler de... Vous prenez beaucoup d'exemples. Absolument, parce que oui, ce sont des exemples qui viennent. Des exemples au Gabon, au Canada, au Tchad. Allez-y. Si on n'a pas d'exemple au Cameroun, il n'y a pas des cas au Cameroun qui puissent me faire ressortir sans me faire flageller. Allez-y. Voilà. Donc il se trouve que là-bas. Mais non pas libre. Non, si, je suis libre. Je suis libre. Il a le libre arbitre du choix. Je suis libre et j'ai le libre arbitre du choix. Voilà. Donc, voilà. Et voilà pourquoi je choisis. Le libre arbitre du choix, c'est que moi je souhaite comme Audrey, comme d'ailleurs Marion, qu'on parle du Cameroun. Non, monsieur Somon voudrait m'imposer à moi. Donc s'il était... Quand c'est libre arbitre, c'est libre arbitre. S'il était directeur des publications... Comment peut-il lire mieux la France, le Canada et si vous étiez j'aime à dire que STV, c'est une télévision très regardée à travers le monde. Bien sûr. Du coup, il ne faut pas les exclure. Alors, ce que je disais, c'est que ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est pour ça que je sors du Cameroun, ce n'est pas qu'au Cameroun que ça se passe comme vous essayez de le dire, monsieur Somon. Il n'y a qu'en Belgique, eh bien, la RTBF
à un moment, a diffusé un documentaire qui faisait état de ce que les Flandres avaient obtenu leur indépendance, donc avaient procédé à une scission avec la Belgique et que l'État de Belgique, la Belgique en tant qu'État, n'existait plus. C'était pourtant un docu-fiction, mais ce qui s'est passé, c'est que les téléspectateurs ont pris pour réel ce qu'on leur présentait à la télévision, étant entendu que c'est quand même un journaliste célèbre du 19h30, du grand journal télévisé, il s'appelle François Brigotte, qui était passé dans une autre émission qui a interrompu une émission, un peu comme celle-ci, pour annoncer qu'effectivement il y avait eu scission. Et pourtant c'était un gros mensonge, c'était un canular. Vous voyez donc l'influence de la télévision sur la société. Et les Belges qui ont été interrogés, qui ont été sondés bien après, ont été dégoûtés de ce qui s'est passé ce jour. Donc peut avoir une influence, vous l'avez dit, ambivalente, selon que le téléspectateur soit quelqu'un qui puisse comprendre ou pas. Il y a par exemple ce qu'on appelle, pour revenir socialement au cas des enfants, il y a ce qu'on appelle l'effet Sesame Street. Vous avez regardé ce dessin animé à la télévision nationale, Sesame Street, qui mettait en avant ces marionnettes, qui enseignaient à nos enfants les comportements tels qui devaient... On va revenir sur vous. Oui. On va prendre le Vox Pop. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit cet après-midi. Alors regardez cet élément et on retrouve Didier Kouamouo juste après. La télévision et les journaux ne constituent pas un danger, c'est même plutôt un atout, un avantage, puisque la société a besoin d'être informée sur l'actualité, sur ce qui se passe dans notre pays, dans le monde. D'où l'importance des télévisions, des journaux. Danger maintenant, s'il faut parler de danger, vu le monde, nous vivons un village planétaire, où n'est-ce pas donc que tout se communique, que ce soit n'est-ce pas donc ce qui est positif comme négatif. Nous voyons par exemple le phénomène d'homosexualité, phénomène de pédophilie, et on tend même à rendre tout, n'est-ce pas donc, à positiver tout. Surtout beaucoup plus d'homosexualité que nous combattons. Oui, vous comprenez. Donc, nous pensons que les journalistes se doivent de filtrer certaines données, certaines informations qui viennent d'ailleurs, afin de ne pas dépraver nos mœurs qui sont ici en Afrique. Je veux dire, télévision et journaux, les deux ont des inconvénients et des avantages dans ce pays. Bon, le principal inconvénient, c'est que ces deux journaux, ces deux médias intoxiquent la population quant à ce qui ne concerne, quant aux faits qui ne sont pas avérés. Je crois que vous comprenez. Mais l'avantage principal est que ça informe, même si il y a des histoires, il y a des événements que la population ne connaît pas, mais les journaux les informent. La télévision les informe, les journaux les informent. Voilà en quoi je dis que ça a des avantages et des inconvénients. La télévision constitue aussi un danger, comme la presse écrite. Il y a des sabotages et autres. Disons, ça développe. Les médias développent certains mots. Donc, il faut un organe qui peut vraiment sanctionner en cas de débordement. Un atout vérifié. Il n'y a pas même pas de discussion à dire là, par rapport à l'utilité des journaux et de la télévision dans un pays. Oui, cela se justifie. Un pays ne vit que par l'information. La matière première, c'est l'information. Lorsqu'on est informé, on a accès à tout. Oui, on a accès à tout. Et puis on peut gérer bien ses affaires en lisant les journaux, en regardant la télévision. C'est par là qu'on recueille les bonnes informations. Je dirais que ce sont les deux à la fois. Le pour parce que ça éclaire la lanterne des peuples et ça leur permet de mettre un pan de voile sur l'obscurantisme. Mais aussi c'est une mauvaise chose lorsqu'il y a des journalistes qui sont peu conscients et qui poussent la population à se haïr et puis à se détester. Moi je pense que ce soit d'un côté ou de l'autre, les autres devaient savoir faire la part des choses et éviter que certaines personnes aillent payer certains hommes de médias pour essayer de discréditer certaines personnes pour avoir des positions politiques ou bien des positions politiques, sociales ou économiques. Le métier de journaliste est un métier noble. C'est peut-être ceux qui sont dans ce métier, qui sont entrés par la petite porte, qui ne peuvent pas savoir que le métier de journaliste, c'est le plus beau métier du monde. Alors, le métier de journaliste, c'est quoi? C'est d'éclairer la lanterne du peuple. C'est d'éclairer l'opinion publique. C'est de faire savoir au bas peuple comment fonctionne la cité, comment fonctionne le pays, comment fonctionne le monde.
Mais par contre, nous avons constaté qu'il y a certains journalistes qui n'ont plus l'éthique du métier, qui n'ont plus la déontologie du métier, qui donnent des fausses informations et c'est ça qui piétine vraiment ce métier noble que nous adorons tous. Je peux dire oui et non. Oui, parce que la télévision et la radio non réglementées présentent des émissions qui sont néfastes à la vie des hommes en général et surtout à la vie des enfants. Nous constatons, par exemple, qu'à partir d'une certaine heure de la nuit, il y a des éléments télévisés qui ne sont pas bons pour la moralité des hommes et des enfants. Quant à la radio, vous savez, les erreurs sont humaines, les critiques également. Si les journalistes, dans leur langage, ne se contrôlent pas, ils peuvent mettre en branle-bas des hommes, ils peuvent créer beaucoup de mécontentement. Ça, c'est le côté négatif des deux éléments. Le côté positif, c'est que la radio peut être un instrument éducatif, ainsi que la télévision. C'est des thèmes assez élargis qu'on peut développer pendant des heures. En studio, on ne va pas commenter ce Vox Pop parce qu'on n'a pas assez de temps. Didier, comment vous avez la parole? Oui, je vais ajouter, lorsque je parlais de l'effet Sesame Street, qui était un programme qui faisait plutôt l'apologie de ce qu'il faut enseigner aux enfants, des valeurs qui leur permettent de s'insérer socialement à travers des émissions de divertissement adaptées à leur âge, adaptées à leur compréhension, plutôt que des émissions qui feraient l'apologie de la guerre, de la violence. Parce qu'il y a des télévisions qui vous font l'apologie de la violence. Donc il faut savoir choisir. Et Sesame Street, par exemple, a donné son nom à ce qu'on appelle donc l'effet Sesame Street, pour expliquer que à travers la télévision, on peut donner une façon d'être, on peut inculquer, on peut passer un enfant à un moule de façon à ce qu'il puisse grandir avec pédagogique. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier Audrey, qu'une étude, et même au Canada ça s'est fait, vous me reprochez de citer les exemples venus d'ailleurs au Cameroun, je n'ai pas de données chiffrées qui me prouvent que c'est pas seulement moi qui le dis, je viens de recevoir un message là, il y a un téléspectateur qui dit que vous avez tendance à prendre des exemples sur l'Occident. Oui, parce que nous sommes, je tiens à préciser, parce que nous sommes ouverts sur le monde, je le précise, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller au carrefour du Lumière recevoir ce que les autres peuvent donner de positif. Alors au Canada, il y a une étude qui a été menée qui tend à prouver que les enfants à partir de 7 ans s'intéressent à la télévision, mais c'est à partir de 8-9 ans qu'ils comprennent effectivement ce qui est véhiculé à la télévision et qu'ils apprennent à 12 ans ensuite à avoir leur opinion par rapport à ce qui est diffusé, à ce qu'ils regardent à la télévision. Donc c'est en quelque sorte, pour moi ici, il est question de montrer que la télévision, quand elle est mal gérée, les journaux, peut être, les médias en général, le cas pratique de la télévision peut être dangereuse pour nos enfants. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est ressortir ici l'impact de la télévision sur les enfants. Oui, voilà. Moi, je voudrais à la suite de Didier préciser que ceux qui nous regardent doivent savoir que les télévisions, aussi bien la presse écrite, les journaux, la radio, ont ce qu'on appelle le positionnement. C'est quoi un positionnement? C'est que vous pouvez décider que vous faites une télé spécialisée, une télé destinée aux enfants, une télé destinée à la musique, une télé destinée à faire de l'information. Comment on appelle? Télévision thématique? Voilà. Mais je ne veux pas dire malheureusement, mais c'est le cas au Cameroun. 80% des télés ou des journaux sont généralistes. De foot-tout. Sont généralistes. Donc on retrouve tout. Information, divertissement, amusement, cinéma, tout, on retrouve tout dans cette télé-là. Ce qui fait qu'effectivement, au niveau de la différenciation que l'on peut faire par rapport à une information, on ne peut pas la faire. Si on va aller chercher la musique, on ne sait pas très bien où aller. Si on va aller chercher le divertissement, on se retrouve donc à regarder les mêmes télés, les mêmes programmes, les mêmes informations, et à la fin, ça peut lasser. Mais il faut également que les gens sachent qu'à côté de ce qu'on appelle le positionnement, il y a ce qu'on appelle l'audimat. Chaque télévision ou chaque journal cherche à faire de l'audimat ou de l'audience pour pouvoir avoir des parts de marché et justifier donc d'obtenir chez de la publicité. C'est pour cela que vous verrez, certaines campagnes de publicité sont diffusées chez tel et pas chez l'autre. Parce que chez ce support-là, il a pu apporter la preuve
qu'il peut couvrir soit tout le pays, soit la zone où le message doit être transmis. Donc, c'est important de savoir toutes ces choses et de dire que nous tous, nous avons une part de responsabilité. Ce n'est pas uniquement la responsabilité des médias. Parce que moi, je regarde, par exemple, certaines chaînes, ou bien presque toutes les chaînes à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, ont ce qu'on appelle la mention de l'âge. Nous, au Cameroun, on n'a aucune télé, on n'a même pas qui indique la mention de l'âge, c'est-à-dire programme interdit au moins 2. Programme interdit au moins 2. Donc alors, il faut effectivement que nous aussi, nous sachions que les télévisions font ce qu'on appelle leur grille de programme en fonction de leur cible et en fonction des horaires dans la journée. Globalement, qu'est-ce qu'on observe? Le matin, on mettra des programmes destinés aux enfants, ou bien comme nous sommes en congé aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de programmes de télé ont été modifiés pour la grille de programmes de congé. Donc on mettra des dessins animés, on mettra des programmes assez légers. À partir de l'après-midi, on commence à avoir des programmes structurés jusqu'au soir où on a l'information. Et il faut qu'on sache qu'après le soir, il y a un peu de divertissement, le cinéma et tout et tout. Et c'est nous à la maison, nous parents, qui devons dire aux enfants qu'il y a une heure où ils doivent se coucher. On ne peut pas laisser les enfants à eux-mêmes et dire que c'est la télé qui doit s'éteindre toute seule, ou bien la télé qui diffuse doit voir dans chaque maison, dans chaque foyer, si un enfant de moins de 10 ans est en train de regarder un film porno, où est la responsabilité des parents à ce moment-là? Donc nous également, les responsabilités doivent être partagées, c'est-à-dire que nous devons suivre nos enfants. Également, les télévisions au Cameroun doivent pouvoir commencer déjà à indiquer l'interdiction par rapport à l'âge. Excuse-moi, mais je voulais juste faire une précision par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis là tout de suite pour dire que c'est vrai, c'est bien que les télévisions soient thématiques. C'est vrai que les parents ont un rôle de contrôle, par exemple, sur les plus jeunes. Mais c'est aussi vrai que lorsque vous êtes parent, je suis parent, je laisse mes enfants en train de regarder une série ou un dessin animé dans une télévision. Le fait qu'il n'y ait pas une télévision, je ne sais pas ce qui viendra immédiatement après. Non, mais je ne peux pas vous laisser terminer parce que moi, dans aucune chaîne de télé au monde, on n'a jamais diffusé un film porno à midi ou un film porno à 10 h. Les films X, dans les chaînes thématiques, oui, c'est les chaînes thématiques. Mais ce que je dis, dans les chaînes généralistes, vous n'allez jamais trouver un programme comme ça à une certaine heure. C'est des programmes qui interviennent le soir. Je suis désolé. Donc vous ne pouvez pas rejeter la responsabilité aux médias. Je parle en tant que parent. Alors vous allez me permettre de lire quelques messages. Ça existe. Le code parental est où? Pourquoi vous ne mettez pas votre code parental? Entre le moment où les enfants regardent un dessin animé et que plus tard, le temps de revenir et de trouver on va lire quelques messages. La chaîne est partie à un film porno. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Moi, parent que je suis. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant de ce que les télévisions à tube sont en train de sortir du marché. Je vous l'annonce. Non, nous sommes au courant. Est-ce que c'est ça qui va la télévision numérique? Oui, la nouvelle, ça va permettre. Absolument, les nouvelles technologies vous permettent de programmer votre télévision. Allez donc demander de programmer les chaînes. Qui n'obtiendra la télévision. Les grands placements que dans 3, 4, 5 ans. Non, elle sera disponible. Sinon, il ne verra pas la télé. Elle sera disponible, sinon il ne pourra pas regarder la télé. Il faut que les médias se responsabilisent. Il faut également que les parents prennent leur responsabilité. Que je sache que si j'ai laissé mes enfants regarder STV, je suis sûr qu'à aucun moment donné, ils ne vont projeter un film. Mais seulement, est-ce que c'est seulement vos enfants? Non, la seule cible de la télé STV n'est pas uniquement vos enfants. On va lire quelques messages, vous voulez bien. C'est Younge de Consomma qui envoie ce message. Voilà, vous êtes calmés, c'est tout ce que je voulais. Alors je voulais préciser qu'à STV, dans nos programmes, il y a des mentions quand même. Oui, en plus, vous avez même une télévision. Voilà, c'est pour vous dire qu'on est c'est une chaîne sérieuse. Qui a compris qu'il faut séparer. Voilà, tout à fait. Alors, on va lire quelques messages avant de conclure cette émission. Didier Kwamo, Marie Obam, Monsieur Somo, tout va bien? Ça va. Alors, je lis quelques messages, on va conclure. Bonsoir, c'est Younge de Consamba. Les médias, la télé sont importants car ils permettent de nous informer, mais il faut faire attention aux informations qu'on reçoit. Bonne soirée. C'est important ce qu'il dit. Comme pour dire qu'il faut sélectionner en fait. Oui, les informations qu'on reçoit. Alors, Zingangola, Madame Obam. Oh là là. La mention de l'âge affichée sur les médias occidentaux est totalement inutile, puisque les enfants visés par cette mention de l'âge ont accès aux programmes prohibés par le biais d'Internet. Est-ce qu'il a fait une étude? Alors, les médias pourraient être... On ne va pas commenter, je vous en prie, on n'a pas de temps. Il sait de quoi il parle. Les médias... Il sait de quoi il parle. Les médias pourraient être
les deux. Les médias pourraient être les deux. Nous devons juste garder notre esprit de discernement et gérer les programmes que nos enfants regardent selon leur âge. Ça, par contre, c'est Nora à Lyon qui envoie ce message. Bonsoir, c'est Rodolphe depuis Bibémi. À mon avis, je crois que la télé est très importante pour nous, car nous puisons des importantes informations et on augmente aussi la connaissance. Zingangula, par expérience, on peut dire de nos jours que les médias occidentaux véhiculent de plus en plus des opinions tendancieuses et déviantes, ce qui explique la régularité de Zingangula devant vous et moi. Voilà. Bonjour Madame Obama. Face au comportement ambigu de certains journalistes dans notre société, peut-on encore dire que le journaliste est un homme respecté en 2 secondes? Oui, en 2 secondes. Vous pouvez? Il est respectable. Voilà. Salut à vous sur le plateau. Monsieur Didier Kouamouo a tendance à prendre des exemples sur l'Occident. Pourtant, il y en a tellement au Cameroun. A-t-il peur? Mais de quoi? En 2 secondes? Non, il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit simplement de ne pas dire des choses que je n'aurais pas vérifiées. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie sur aucune donnée chiffrée. Tout à l'heure, par exemple, Zingangula, je crois, parlait d'Internet. Le taux de pénétration d'Internet, il faut qu'il le sache, au Cameroun, est très faible. Il est de 7%. Donc, vous ne pouvez pas dire, sous le prétexte que les enfants pourraient regarder à la télévision, qu'ils iront sur Internet. Non, il faut prendre ses responsabilités. Mais il y a quand même une possibilité de transposition. Si 7% de Camerounais réagissent d'une certaine manière d'Internet, il y a de fortes chances. Les enfants, c'est même pas. Il y a de fortes chances qu'à 50, 60, 70% que ce soit Zingangula encore. Monsieur Kouamouo, je vous signale que Monsieur Zingangula vit en Belgique et en région flamande. Monsieur François de Brigode de la RTBF répondait à une autre fiction de la VRT. Non. Ok, ça c'est notre débat, ça ne nous regarde pas. Ce qui permet juste de confirmer que M. Kouamouo ne dit pas des histoires, puisqu'il a bien parlé de ce monsieur que Zingangula reconnaît, et cette télé qui existe. Sauf que les médias voulaient tout simplement compléter l'information. Je vous en prie, je vous en prie. Les médias jouent un rôle. Les médias jouent un rôle. Je vous en prie. En fait, ce que je mettais en avant ici, c'était factuel ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une situation. La volonté de la Flandre de faire scission avec la Belgique, c'est ça qui est le fait. Tout à fait. Vérifiable. Voilà. J'apprécie la solidarité qui est entre vous deux. Très bien. Les médias jouent un rôle très important. Les médias jouent un rôle très important parce qu'ils informent les citoyens et le mettent sur les rails. C'est Marco Obama depuis Bamenda. Bonjour à vous. Ok, on passe au message suivant. Salut, votre émission est très pertinente dans la société. Ça instruit beaucoup de jeunes. C'est Dolman depuis Ngaoundal. Merci beaucoup. Alors, on me signale qu'on arrive au terme de cette émission. On va quand même conclure rapidement. Comment parer au danger pour que l'information reste un atout? En 10 secondes. Didier Kouamouo. Vous avez dit? Comment parer au danger pour que l'information reste un atout? Pour que l'information reste un atout, à mon avis, il faut que le journaliste, si tant est qu'il les avait perdus, se réapproprie les valeurs qui sont les siennes, c'est-à-dire le respect de l'éthique et de la déontologie. Moi, je crois que c'est en quelques mots ce que je peux dire à ce sujet. Marion Obama. Moi, je voudrais dire que si on veut arriver à une société saine avec des médias sains et forts, il faut que les patrons de presse intègrent la formation de leur personnel, le recyclage permanent. Parce qu'effectivement, on peut avoir des gens qui ont été formés au début, mais qui, avec la routine, les problèmes, la répétition, le mimétisme, n'arrivent plus à donner le meilleur de soi. Il faut intégrer cette formation-là, permanente, et puis il faut mettre des journalistes dans des conditions agréables de travail pour que le rendu dans leurs articles, dans leur diffusion, dans leurs émissions, soit de très bonne qualité. Voilà, Monsieur Soumon, moi je voulais simplement dire que oui, cet atout viendra dès lors que les journalistes adopteront une posture d'humilité. C'est-à-dire que dès que les journalistes sauront qu'ils ont un rôle à jouer comme tous les autres dans la société, ils vont s'amender et sûrement ils seront plus efficaces et plus intéressants encore pour la fondation et même la refondation de notre société. Voilà. Merci, merci chers panélistes. Didier Kouamouo, Marie Obama. Marion Obama Mahel. Chaque fois que Marion compléter ce nom, c'est Marion Obama Mahel. Merci pour la précision, M. Soumon. Marion Obama Mahel, merci d'être venu. Voilà. Didier Kouamouo. Je voudrais simplement, à destination des confrères, leur rappeler que nous avons notre forum dans lequel nous discutons de tous ces sujets, qui s'appelle la Médiasphère. Sur Facebook, vous allez dans la barre de recherche et puis vous tapez simplement la Médiasphère qui est partenaire des médiations Prestrophy's. Voilà, merci pour la pub. Merci à vous tous qui nous avez regardés, à ceux qui ont envoyé des messages. On se retrouve samedi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.